à cet instant TI. Donc, je prends un des instants, je prends par exemple ce TI et ma variable, celle qui va représenter mon processus aléatoire. Bien sûr, il faut dire qu'est-ce que c'est un processus. Le processus, c'est l'ensemble des réalisations, c'est-à-dire l'ensemble des expériences sera mon processus aléatoire. J'aurai le signal aléatoire qui est le représentant du processus aléatoire et j'aurai la variable aléatoire qui est elle qui représente tout le processus aléatoire et c'est elle qui va me donner une idée sur ce processus et qui va, c'est-à-dire cerner le processus. Donc, je répète, dans les signaux aléatoires, j'ai les expériences, plusieurs expériences. Je dois faire une statistique, avoir plusieurs expériences. Le nombre d'expériences doit être infini, doit être très grand. Il n'y a pas une infinité. Nous, en termes pratiques, on dira très grand. Un nombre d'expériences très grand. L'ensemble des expériences, c'est le processus qui est représenté par mon signal. Donc, c'est le processus aléatoire. Ce processus va il va avoir un représentant. Ce représentant, c'est la variable aléatoire. La variable aléatoire, ça sera les valeurs prises par le signal à l'instant TI. Donc, le signal va prendre, par exemple, si je choisis ce T1 comme étant TI, il va prendre la valeur X1, X2, X3, X4. Alors, ces valeurs X1, X2, X3, c'est les valeurs prises par la variable aléatoire. La variable aléatoire, c'est le X1 de T et oméga. Je vais d'abord vous donner plusieurs exemples de signaux aléatoires. Imaginez donc le signal que voici, c'est le signal X de T et de oméga. Le oméga ici, c'est le A. Le oméga, c'est le phi. C'est le phi de oméga. Oméga, c'est la phase ici. C'est la phase qui est aléatoire. Le A est une constante, le F0 est une constante, mais mon problème se trouve dans la phase. Cette phase est aléatoire. Comme c'est une phase, elle varie entre 0 et 2π. Mais elle est aléatoire, c'est-à-dire quand je fais un enregistrement, j'ai cette valeur de la phase, donc dans ce cas de figure, la phase est nulle, dans ce cas de figure, elle est égale à π sur 2, dans ce cas de figure, elle est égale à π1, dans ce cas de figure, etc. Donc à chaque fois que je fais une acquisition, cette phase à l'origine change. Et pourtant, si je regarde mon signal, il n'est pas bruit, ce n'est pas un signal bruit. Il paraît comme étant un signal purement déterministe. Non, il n'est pas déterministe. Pourquoi? Parce que si je prends x de ti à un instant quelconque ti, ce x de ti va changer. Et ce changement est dû à cette histoire de phase qui est aléatoire. Donc vous voyez, un signal aléatoire n'est pas un signal bruit. Le bruit est un signal aléatoire, d'accord. Mais vous pouvez avoir un signal qui paraît purement déterministe, mais qui est aléatoire. Et l'aléa est dû au fait que, à l'instant TI, avant que je fasse l'acquisition, je ne pouvais pas savoir qu'à cet instant, c'est la valeur, elle est égale à 1, alors qu'elle était juste avant, dans l'autre expérience, elle était égale à moins 1. Et etc. Elle va changer encore ici et ici. Donc, vous voyez, donc la différence entre un signal cosinus déterministe et ce signal, quand c'était déterministe, c'était le A qui était constant, le F0 qui était constant et le phi qui était constant. Mais maintenant, le fait que phi change, donc automatiquement, votre signal devient aléatoire. Et donc, vous ne pouvez pas prévoir à un instant, c'est-à-dire avant de faire votre acquisition, quelle va être la valeur
de x de ti. Regardez ici, je prends un autre signal x de t où l'aléa se trouve dans l'amplitude. C'est l'amplitude qui est aléatoire, alors que f0 est une constante et phi qui est une constante. Le a est imprévisible, il est entre 1 et 4. Et il est équiprobable, c'est-à-dire équiréparti entre 1 et 4. Ça veut dire que j'aurai autant de chances d'avoir la valeur 1, la valeur 2,5, 3, 4, 4,5, 3,5, etc. Donc, le A peut prendre toute valeur entre 1 et 4. Mais la phase est constante et le phi0 est constant. J'ai toujours la même phase à l'origine et la fréquence est toujours la même. Mais c'est l'amplitude qui est différente. À chaque acquisition, l'amplitude change. Et je suis dans un cas purement aléatoire. Donc, je regarde un autre cas, toujours avec cette fameuse fonction cosinus, et c'est le f0 qui est aléatoire. C'est la fréquence qui est aléatoire. L'aléa, ici, le oméga, il concerne la fréquence f0. Et cette fréquence, on vous dit qu'elle est répartie entre le 1 et 5. Elle peut prendre toutes les valeurs entre 1 et 5, n'importe quelle valeur. 4,72, n'importe quoi. D'accord? D'une façon continue. Donc, je sais qu'entre 1 et 5, j'ai une infinité de valeurs que je peux affecter à F0. D'accord? Donc, vous voyez, là aussi, si je fais une acquisition, j'ai l'impression d'avoir affaire à un signal déterministe. C'est le fait d'avoir changé l'acquisition qui fait que mon signal a changé et la valeur x de ti est différente. Je prends donc, là c'est par rapport à cet exemple, voilà un autre exemple aussi, mais dans cet exemple, il y a la notion de bruit. Donc, le signal, je fais plusieurs acquisitions et dans chaque acquisition, il y a du bruit et bien sûr, le bruit en lui-même fait que mon signal à l'instant TI est différent. Donc là, la réalisation de 3 réalisations d'un sinusoïde bruité. Un autre signal que j'affecte, entre autres, le signal cardiaque, que vous connaissez tous. C'est un signal biologique, donc vous avez tous eu affaire à avoir un signal cardiaque et vous avez là une forme standard. Cette forme, c'est-à-dire pour votre information, elle apparaît selon l'alimentation du cœur au niveau de l'oreillette, du ventricule ou autre. Il y a des ondes qui apparaissent et chaque onde traduit le passage du sang dans le cœur. Cette forme, donc, vous avez au niveau de notre corps plusieurs, donc 12 endroits à partir desquels vous pouvez récupérer votre signal cardiaque et à chaque endroit, le signal est différent. Certes, l'allure du signal est standard, on la reconnaît, le premier signal, il a toujours cette forme, le deuxième, mais il y a une variante. Si je fais une acquisition du premier signal, donc j'ai toujours la même forme, mais la même forme change en amplitude, en largeur, etc. Donc, je vois pour plusieurs acquisitions, pour 25 sujets différents, si je fais des acquisitions sur les mêmes endroits, le signal a la même allure, mais les valeurs sont différentes en termes d'amplitude, en termes de largeur, etc. Et donc, le signal est aléatoire. Si je parle maintenant du signal de parole, ici, j'ai un signal de parole, je fais un enregistrement avec 2 microphones. Donc, je dis le même mot qui est donné sur 2 microphones différents, mais c'est le même mot, c'est-à-dire sur 2 microphones parallèles, je dis le même mot, c'est la même personne qui dit le même mot. Et vous avez, selon chaque acquisition, le signal est complètement différent. Mais c'est le même mot qui est dit par la même personne. C'est seulement 2 microphones différents. Si je garde le même microphone
et je fais le 2 enregistrements du même mot avec la même personne, le même locuteur, ça veut dire la même personne. Le résultat de l'acquisition est toujours différent, quoique c'est le même micro et c'est la même personne et c'est le même mot, mais c'est 2 enregistrements alternés, c'est-à-dire un premier, je termine et je fais le même enregistrement dans les mêmes conditions. Et pourtant, le signal est différent. Là, je prends 2 locuteurs, 2 personnes différentes, le même micro et la même parole, et toujours, bien sûr, le signal est différent. Donc, pour vous dire que le signal de parole aussi est un signal aléatoire. D'autres signaux, le signal image, ne serait-ce par exemple là une image pour la détection de l'écriture, par exemple sur un chèque, je veux déterminer, faire la différence des valeurs écrites sur un chèque. Donc, par exemple, si j'écris 10 000 dinars, donc il y a des zéros, des 1 qui peuvent s'écrire d'une façon différente. Hein? Donc, le 0 est écrit d'une façon différente, le 1 est écrit d'une façon différente, vous voyez le 2, etc. Donc, pour identifier, c'est aléatoire. Donc, je peux avoir autant d'écritures du même nombre, du même chiffre. Vous-même, si vous faites une signature dans les mêmes conditions, votre signature, votre image de signature sera différente. D'accord? Donc, vous avez plusieurs. Donc, il y a toujours une modification quelque part que, par exemple, un ordinateur pourra détecter. Donc, là, vous avez un autre signal très connu, aléatoire, c'est le signal binaire. Le signal binaire qui change, donc c'est des données qu'on transmettra, et donc échange de données numériques ou à partir d'un convertisseur, on a converti une valeur analogique et donc la valeur transmise est une valeur qui est purement aléatoire. Donc le signal télégraphiste en lui-même, c'est un signal binaire aléatoire. Alors pour vous dire aussi que cette notion de signaux ne touche pas seulement les signaux électriques, j'ai donné aussi une donnée financière. Le CAC, qui est la cotation assistée en continu, d'accord, dans les cours financiers. Donc là, le CAC, c'est une information dans le temps, donc c'est un signal aléatoire aussi, puisque c'est une information dans le temps, et comme le signal, c'est une information dans le temps, cette information est aléatoire, est purement aléatoire, et donc je peux la traiter comme un signal aléatoire et tirer des informations sur cette donnée qui est purement aléatoire. Alors, donc on a vu à partir de là comment il était probable d'avoir des signaux aléatoires et leur enregistrement qui était différent, qui faisait d'eux un signal aléatoire et non pas dans l'apparition du signal et sa variabilité. Donc le signal, par exemple, que voici, est un signal purement aléatoire. Et on a dit, qu'est-ce que ça va être la variable aléatoire? La variable aléatoire, c'est quand je vais faire un nombre de réalisations infini, c'est-à-dire très grand. Je vais faire un nombre de réalisations très très grand, et là, je vais reprendre, donc je vais avoir le signal aléatoire que voici, le processus aléatoire que voici, qui sera représenté par une variable aléatoire qui sera x de ti ou bien x de tj. Sachez, regardez que toutes les valeurs, puisque je vais prendre une infinité de réalisations, ce x de tj va prendre toutes les valeurs reprises par mon signal aléatoire. Donc, toutes les valeurs, ici par exemple, le signal va prendre des valeurs entre moins 1 et plus 1. Quand je vais faire une infinité de réalisations, le x de tj va prendre toutes les valeurs entre moins 1 et plus 1. Donc, et une infinité de valeurs.
Alors sachez, quand ce nombre de valeurs de cette variable aléatoire x de ti est infini, puisque x de ti va prendre une infinité de valeurs entre moins 1 et plus 1, donc elle va prendre par exemple cette valeur x1, cette valeur x2, x3, x4, d'accord? Ces valeurs-là, donc elle va prendre une infinité de valeurs. Je dirais que ma variable aléatoire est continue. La valeur aléatoire sera continue quand elle prendra un nombre infini de valeurs. Parce que je peux avoir un autre cas où ma variable n'est pas infinie et vous allez le voir. Donc, je répète, un signal aléatoire, c'est par exemple ici le signal, c'est le signal cosinus que voici, à phase aléatoire, d'accord? La phase à l'origine, elle est aléatoire dans ce signal. Ce signal, pour pouvoir l'étudier, je dois prendre une infinité de réalisations, d'expériences. Chaque réalisation sera mon signal. Ce processus aléatoire va avoir un représentant. C'est lui qui va être l'outil de traitement. Ce représentant, c'est la variable aléatoire. Et d'ailleurs, c'est cette variable aléatoire qui nous a permis de le classer comme étant aléatoire. Pourquoi? Parce que les valeurs prises par cette variable x de ti sont différentes. Parce que si elles étaient les mêmes, si c'était toujours x1, ça aurait été déterministe. Donc, comme ces valeurs sont différentes, ça veut dire que c'est aléatoire. Cette variable aléatoire, que j'appellerai grand X, va prendre des valeurs x1, x2 entre moins 1 et plus 1. Les valeurs, si je fais une infinité d'expériences, vont être infinies. Je parlerai dans ce cas d'une variable aléatoire continue, car elle va prendre une infinité de valeurs aléatoires. D'accord? Voilà concernant la variable aléatoire continue. Maintenant, je vais utiliser un autre type de variable aléatoire. L'autre variable aléatoire ici, regardez, c'est un signal aléatoire qui prend des valeurs 0, 1, 2, 3 d'une façon aléatoire. À chaque fois que je fais l'acquisition sur une durée d'horloge, et il change de transition. Et il peut garder la transition, ce n'est pas un problème. Mais l'essentiel, c'est que ces transitions, c'est 1, 2, 3 d'une façon aléatoire. Donc, si je prends le x de ti, je vois bien que je suis dans un cas aléatoire. Pourquoi? Parce que le x de ti change. S'il ne s'était pas aléatoire, ça aurait été la même valeur. Mais comme il change, donc c'est aléatoire. Mais à la différence de ce que je viens de voir juste avant, ce changement prend que des valeurs ou 0, ou 1, ou 2, ou 3, même si je fais une infinité de réalisations. Je fais une infinité de réalisations, la valeur x de ti restera toujours 0, 1, 2 et 3. J'ai un nombre fini de valeurs. Là, je parlerai d'une variable aléatoire qui est discrète. Ce n'est pas le signal qui est discret, c'est elle qui est discrète. C'est la variable aléatoire qui est discrète. Pourquoi? Parce qu'elle prend qu'un nombre fini de valeurs. Donc, déjà, je sais qu'est-ce que c'est un signal aléatoire, je sais qu'est-ce que c'est un processus aléatoire, je sais qu'est-ce que c'est un signal aléatoire, et je sais qu'est-ce que c'est une variable aléatoire discrète et variable aléatoire continue. Parce que c'est selon cette variable, qu'elle soit discrète ou continue, les outils vont changer légèrement dans le traitement des signaux aléatoires. Alors,
automatiquement, puisque on parle de variables aléatoires, quand on parle d'une variable aléatoire, vous l'avez vu déjà en licence, quand vous avez fait les probastats, on parle automatiquement de la fonction de répartition et de la densité de probabilité. Alors, qu'est-ce que c'est la densité de probabilité et qu'est-ce que c'est cette fonction de répartition? La variable aléatoire grand X, elle prend des valeurs. Elle prend des valeurs, par exemple, comme dans le cas de la variable qu'on avait vue juste là, elle prenait les valeurs x1, x2, x3, donc des valeurs sur x, mais elles étaient, regardez cet axe ici, elles étaient entre -1 et +1. Elle prenait x1, x2, x3, etc., entre -1 et +1. D'accord? Des valeurs -1, +1. Donc, il est intéressant de voir est-ce qu'elle prend x1 le plus souvent, ou bien x2, ou bien x3 pour la cerner. Est-ce que dans les valeurs prises par la variable, j'ai plus de 1 que plutôt de 0,5 que de 0,2 ou autre, pour voir comment elle varie entre -1 et 1. D'accord? On cherche les probabilités de voir est-ce que la variable, elle va prendre des valeurs inférieures à 1, à 0, ou bien supérieures à 0, par exemple, ou à 1 ou à 2 pour la cerner. D'accord? Et comment on détermine ceci? Ceci est déterminé par, c'est-à-dire je regarde sur l'ensemble des valeurs prises par la variable, puisque la variable, elle va prendre certaines valeurs. J'ai dit x1, x2, x3, etc. Je regarde sur le nombre d'expériences grand N que j'ai réalisées, je regarde combien de fois la variable va prendre la valeur x1. Et en regardant sur le nombre de fois, je regarde que cette variable va prendre un fois cette valeur. Je fais une expérience, je répète, ma variable va prendre des valeurs et parmi les valeurs, elle va prendre la valeur x1. Je regarde sur l'ensemble des n expériences combien elle va prendre de fois le nombre x1. Je trouve qu'elle va prendre le x1 n fois n, 1 fois. Et donc, automatiquement, la fréquence d'apparition du x1 va être n1 sur grand N. Je vais faire la même chose pour x2. Ça sera n2. Et automatiquement, pour la fréquence d'apparition du x2, ça va être n2 sur grand N. Alors, qu'est-ce que ça va être la probabilité que ma variable prenne x1? Cette probabilité, elle doit être unique. Il faut qu'on trouve tous la même valeur. La probabilité que x soit égal à x1 serait cette fréquence quand ce nombre n-là est infini. Bien sûr, vous n'allez pas me dire n1 sur n, quand n tend vers l'infini, c'est 0. Non. C'est petit, certes, mais c'est une valeur parce que pratiquement parlant, je ne fais jamais une infinité de valeurs. C'est une valeur très petite, mais c'est une valeur. Tout dépendra de ce nombre n1 par rapport à ce nombre n. Plus le n sera grand, plus le n1 sera grand. Et donc, ça ne sera jamais nul, mais ça sera petit, ça sera une certaine valeur. Tout dépendra de la valeur. Donc, si vous voulez, n1 aussi va tendre vers plus l'infini que n. D'accord? Donc, il y a une certaine valeur bien déterminée. D'accord? Donc, je répète, pour avoir une idée de cette densité de probabilité. Que traduit la densité de probabilité? La densité de probabilité, c'est que pour la déterminer, vous devriez avoir votre variable aléatoire. La variable aléatoire prend un certain nombre de valeurs. Pour déterminer la densité de probabilité, il vous faut déterminer la fréquence d'apparition de chaque valeur.
Alors, cette fréquence d'apparition, le N1 sur 1, qui est la fréquence NI sur N de chaque XI, serait donc la densité de probabilité pour avoir la valeur c'est-à-dire la probabilité que votre variable aléatoire prendra cette valeur XI, c'est-à-dire pour voir la fréquence d'apparition du XI. Et donc là, j'ai dit la variable aléatoire va prendre certaines valeurs et là, je chercherai la probabilité, donc la fréquence de répartition serait à déterminer la probabilité que votre valeur est inférieure à une certaine valeur, à la valeur x1 ou bien à la valeur x2 ou la valeur x3. Donc, ça sera votre fréquence, disons, votre fonction de répartition. La fonction de répartition, c'est la probabilité que votre variable soit inférieure à une certaine valeur. Il va de soi que si je prends par exemple ici la variable x qui est entre moins 1 et plus 1, dire que la variable est inférieure à moins 1, c'est nul. Dire que la variable est inférieure à 1, elle est à 100%. Je suis sûr qu'elle est inférieure à 1 dans ce cas de figure. Et c'est la raison pour laquelle, quand on vous dit que la fonction de répartition à moins l'infini, elle est nulle. C'est-à-dire quand votre x, votre variable, soit inférieure à une valeur qui est très petite. D'accord? Elle est nulle. Dire que votre variable est inférieure à une valeur très grande, elle est toujours égale à 1, c'est-à-dire à 100%. Et là, donc, que votre variable est comprise entre deux valeurs, ça sera la fonction de répartition de la variable à la valeur sup moins la fonction de répartition de la variable inf. Là, c'est des résultats des probastats. Normalement, vous avez tous une idée sur la fonction de répartition de votre variable. Et bien sûr, il y a une relation entre la densité de probabilité, qui est la fréquence d'apparition de votre variable, et sa fonction de répartition. La densité de probabilité, c'est la dérivée de la fonction de répartition. Et si vous avez c'est-à-dire la densité de probabilité, vous pouvez récupérer votre fonction de répartition moyennant donc l'intégrale de moins l'infini à u 0 de p de x de u de u. Donc, l'intégrale de sa densité de probabilité vous donne la fonction de répartition. D'accord? Là, pour vous dire la relation entre la fonction de répartition, qui est la probabilité que votre variable soit inférieure à une certaine valeur donnée, et la densité de probabilité. Il est évident que la densité de probabilité soit égale à 1. L'aire de la densité de probabilité soit égale à 1. C'est-à-dire, puisque l'aire, c'est l'intégrale de P de x dx ou P de u du, l'intégrale, là aussi, l'une des propriétés de la densité de probabilité, c'est que son aire est égale à 1. Tout ça, on va le voir à partir d'exercices cet après-midi. Et donc là, on vous donne toujours donc ce qu'on a donné donc concernant la densité de probabilité, comme quoi c'est-à-dire si vous voulez tracer une densité de probabilité, vous devriez déterminer les différentes fréquences par rapport aux différentes valeurs prises par la variable aléatoire. Là, on vous donne la densité de probabilité quand il s'agit d'une variable discrète. Par exemple, dans le cas de notre exemple qu'on avait donné tout à l'heure concernant la variable discrète, d'accord, qui prenait des valeurs discrètes, de valeurs que voici, donc les valeurs 0, 1, 2 et 3. Donc, si la fréquence de 0 est plutôt de 1
est plus importante, je regarde le nombre de fois j'ai le 1, le nombre de fois j'ai le 0, et le nombre de fois j'ai le 2, et le nombre de fois j'ai le 3, sur un nombre d'expériences très très grand, et je détermine leur densité de probabilité. C'est-à-dire si j'ai le N0 pour le 0, le N0 sur grand N, ça sera pour la densité du 0, le N1 sur grand N, c'est pour le N1, pour la probabilité pour que x soit égal à 1, la probabilité pour x égale à 3, etc. Mais comme cette variable prend que ces trois valeurs, elle ne prend pas des valeurs entre 0 et 1, et entre 1 et 2, et entre 2 et 3, donc elle prend que ces valeurs. Donc, la valeur, le 0 ici, je prends la valeur ici, l'amplitude qui est ici, c'est le N0 sur grand N. Là, c'est le N1 sur grand N. Ça, c'est le N2 sur grand N. Bien sûr, N tendant vers l'infini. Le N3 sur grand N. Donc, c'est des valeurs ponctuelles. Elle prend des valeurs ponctuelles. Ce n'est pas d'une façon continue. Et c'est pour ça cette variable est discrète. Dans ce cas, cette densité de probabilité s'écrit avec les Dirac, parce que les Dirac me donnent des valeurs en un point donné. Quand je fais le produit d'un Dirac avec une valeur, ça sera le Dirac qui va prendre la valeur de cette donnée. Et donc, je sais, en 3, j'ai le N3 sur grand N. Ici, le N2 sur grand N. C'est des points. Et donc, là, la façon d'écrire mathématiquement une densité de probabilité d'une variable discrète, je suis sûr que vous ne l'avez pas vu jusqu'à maintenant, et ce n'est pas tout le monde qui sait l'écrire, d'accord? Donc, sachez qu'elle a une écriture spécifique. Maintenant, vous avez les outils de traitement de signal qui vous permettent d'écrire, parce qu'au début, quand on vous a, peut-être quand vous aviez affaire à des variables aléatoires discrètes, vous n'avez pas les outils mathématiques qui vous permettent de l'écrire, entre autres la distribution. Maintenant que vous savez qu'est-ce que c'est une distribution et comment on écrit une distribution moyennant une valeur donnée, donc vous avez la possibilité de l'écrire mathématiquement. Comme la fonction de répartition n'est autre que l'intégrale de la densité de probabilité, hein, donc la fonction de répartition va être ce qu'on avait vu jusque-là, donc ça sera ça intégré, l'intégrale de moins l'infini à x de p de x dx. Donc ça sera l'intégrale du Dirac. Et comme l'intégrale du Dirac, c'est l'échelon, donc la fonction de répartition va s'écrire en fonction de la fonction échelon. C'est la même écriture que tout à l'heure pour la densité de probabilité, sauf le Dirac qui va être remplacé par l'échelon. Et donc, vous aurez dans l'écriture de la fonction de répartition, ici, l'écriture de l'échelon. C'est la même écriture que la fonction densité de probabilité. Sauf au lieu du Dirac, vous avez l'échelon et vous allez voir, on va savoir comment écrire et comment traduire et comment tracer une fonction de répartition quand il s'agit d'une variable discrète. C'est toujours une fonction en escalier. D'accord? Le tracé, toujours en escalier, et on va vous le montrer dans le TD. Là, une densité de probabilité d'une variable qui est continue. Donc, vous voyez, la densité de probabilité quand il s'agissait d'une variable discrète, elle était discrète. Maintenant, dans la variable continue, elle est continue, cette densité de probabilité est carrément continue. D'accord? Elle n'est pas discrète quand c'était dans le cas du discret. Là, on vous donne un exemple d'une densité qui est très connue. C'est la densité dite gaussienne, dite aussi la loi normale. Cette densité de la gaussienne, elle a une formulation particulière qui est 1 sur sigma x. Le sigma x est appelé écart type. Le sigma x au carré est appelé variance. Le m, ici, c'est la valeur moyenne. Elle est appelée valeur moyenne, ou c'est la moyenne aussi dite statistique.
Donc, il faut, à partir d'un certain moment et à partir de ce cours, différencier une moyenne statistique d'une moyenne temporelle. Alors, je répète, cette loi gaussienne, elle a une forme toujours en cloche, elle est toujours symétrique par rapport à cette valeur m, qui peut être n'importe quelle valeur sur l'axe des réels, d'accord? Et elle a un certain écart. L'écart est déterminé à partir de l'aire de cette forme. Alors, qu'est-ce que ça traduit, cette courbe, et pourquoi on s'intéresse à cette courbe? C'est ce que je vais dire par la suite. Alors, regardez par exemple cette courbe selon les différentes allures. Elle va résumer, d'ailleurs, la densité de probabilité, elle vous donne une idée complète sur votre signal aléatoire et sur la variable qui le représente. Alors, cette courbe-là, donc, par exemple, la bleue que vous voyez, elle est représentée pour un m qui est égal à 0 et un écart type qui est égal à 0,5. Qu'est-ce que c'est que ce m? J'ai dit que ce m, c'est une moyenne. Elle est dite la moyenne statistique. Qu'est-ce que c'est que cette moyenne statistique? La variable x que vous aviez, prenez des valeurs x1, x2, x3, etc. Cette moyenne, elle est déterminée par la moyenne des différentes valeurs. Donc, un exemple qui est très apprécié par les étudiants, qui est l'exemple des notes d'un examen, d'un étudiant donné par exemple. D'accord? Ou bien par un examen, par exemple, je fais l'examen de TAS et du module TAS et pour l'ensemble des étudiants, des 62 étudiants du TAS, je détermine, donc j'ai des valeurs. Les valeurs de cette variable aléatoire de moyenne, elles varient entre 0 et 20. D'accord? Si je calcule, par exemple, la moyenne, votre moyenne, et je la trouve égale à 10. Je fais une moyenne statistique, d'accord? Sur l'ensemble des valeurs aléatoires de la variable moyenne, qui était purement aléatoire. A priori, je ne pouvais pas dire quelles vont être les valeurs de la variable sans avoir fait l'examen. Donc, c'est purement aléatoire. Donc, j'établis une moyenne, c'est une moyenne statistique. C'est les valeurs prises par la variable qui sont entre 0 et 20. Je calcule cette moyenne et je trouve, par exemple, un 10. Le 10 sera ma variable, plutôt ma valeur statistique. Et puis, j'ai pu avoir le 10 de deux façons différentes. J'ai pu l'avoir parce que toutes les notes de votre section étaient autour de 10. J'avais des valeurs entre 8 et 10, c'est-à-dire j'avais des 8, 8 et demi, des 9, et j'avais des 11, des 10, des 12, etc. Et donc, ça tournait autour de la moyenne. Donc là, l'écart est réduit, c'est-à-dire la différence entre les valeurs prises par la variable aléatoire et sa moyenne, donc en termes de distance, donc l'écart est réduit. Donc l'écart entre les variables étant réduit, donc là, j'ai une courbe qui est rétrécie. Mais par contre, dans le premier cas que vous voyez ici, les valeurs sont extrêmes. C'est-à-dire, j'aurais pu avoir des valeurs qui étaient entre 2 et 3, etc. et des valeurs des 18 et des 19, d'accord? Et donc, ma moyenne serait toujours 10. Dans ce cas, je suis dans le cas où l'écart est important. Un écart type qui est égal à 5. Le tracé de la courbe en jaune. La moyenne est toujours la même, 0, mais l'écart est très important. Donc, vous voyez comment cette notion de moyenne et cette notion d'écart me donnent une idée
sur la variabilité des différentes valeurs prises par la variable. Donc, je sais si l'écart est important, c'est que à partir de leur moyenne, ça veut dire que la variable va prendre des valeurs extrêmes. Mais par contre, si l'écart est réduit, la variable va prendre des valeurs autour de sa moyenne. Donc, ça donne une idée claire sur les valeurs prises par le signal aléatoire par rapport à une valeur moyenne du signal aléatoire. D'accord? Et donc là, on voit aussi, donc on vous donne aussi une idée sur la fonction de répartition. Donc là, on a donné la fonction cloche qui est une densité gaussienne de forme de cloche qui a la formulation suivante. Alors, comment je trouve la fonction de répartition qui est la probabilité que ma variable, ici je l'ai appelée Z, soit inférieure à une certaine valeur A. Voilà, donc la valeur, je prends n'importe quelle valeur donnée et quand le A est ici, quand je dis A, donc si je cherche la probabilité de l'infini, de moins l'infini, c'est-à-dire quand A est négatif, qui prend des valeurs très, très basses, là c'est nul, j'ai aucune R, l'air est nul de la densité de probabilité. Plus j'avance, plus le A avance entre les valeurs que voici, plus l'air devient plus importante. Quand A est égal à mu, regardez, quand A est égal à mu, j'ai la moitié de l'air de la courbe. C'est-à-dire à A égale à mu, la fonction de répartition va être égale à n demi. Quand A est très grand, ça sera l'air complet de la courbe en cloche. Et l'air complet est égal à 1. D'où le tracé de la fonction de répartition d'une gaussienne. Là, quand la moyenne et le A est confondu avec la moyenne. Par exemple, dans le cas où la moyenne est nulle, la fonction de répartition serait égale à n demi. J'ai le 50% de l'air de la densité de probabilité. Ici, j'ai les 0%. Et là, quand la variable est supérieure à une certaine valeur, quand elle est très grande, j'ai 100% de l'air de la densité, ça veut dire qu'elle est égale à 1. Là, concernant une variable continue, telle que, par exemple, ici, j'ai pris le cas de la gaussienne. Alors, vous allez me dire pourquoi on s'intéresse précisément à la gaussienne. Pourquoi vous n'avez pas pris une autre densité de probabilité alors que vous connaissez beaucoup de densités de probabilité? Vous allez voir que la gaussienne va nous intéresser particulièrement. Pourquoi? Parce que cette gaussienne, c'est-à-dire dans la nature, d'une façon générale, dans la nature, vous avez donc c'est-à-dire chaque élément ou chaque signal ou chaque information dans la nature est la superposition de plusieurs signaux aléatoires et donc superposition de plusieurs variables aléatoires. Alors sachez que si une variable suit une loi donnée, et ces lois étant indépendantes, d'accord, c'est-à-dire quand je dis indépendante, il n'y a aucune relation entre elles, d'accord, alors il y a un théorème, dit le théorème des grands nombres en probabilité, pour les gens qui maîtrisent les probabilités. Il est dit aussi le théorème de la limite centrale qui vous dit que la distribution statistique de la somme de n variables aléatoires indépendantes et de même loi. Alors, de même loi, quand je dis de même loi, n'importe quelle loi, d'accord? Puisque la somme de statistiques de n variables aléatoires indépendantes de la même loi, quand il y a une superposition de ces variables, la loi, ils vont tous tendre vers une loi gaussienne.
quand n tend vers l'infini, c'est-à-dire la loi finale de tout processus naturel qui est lui-même une superposition de processus statistiques. La superposition est une gaussienne. C'est la raison pour laquelle on s'intéresse à la gaussienne. Alors, vous allez me dire, alors pourquoi donc qu'est-ce que ça va m'apporter dans les signaux aléatoires? Alors, dans les signaux aléatoires, quand vous allez faire vous développer et vous avez affaire à un signal aléatoire, en général, donc si lui-même est une superposition, ce qui est le cas en général de plusieurs signaux aléatoires, donc par exemple le bruit en lui-même est une superposition de plusieurs signaux élémentaires bruit, d'accord? Et donc, si vous avez à étudier la superposition du bruit avec le signal, donc à un certain moment donné, il s'avère peut-être que vous avez besoin de donner des hypothèses sur la loi de votre signal bruit. Parmi les hypothèses qui seront justifiées, vous pouvez prendre comme hypothèse la loi gaussienne. Vous avez le droit de dire que votre signal suit une loi gaussienne. Pourquoi? Parce que c'est un signal naturel bruit qui est lui-même superposition de plusieurs signaux élémentaires et donc la loi, ce théorème de la loi centrale vous donne le droit de donner comme loi une gaussienne. Mais vous ne pouvez pas choisir en hypothèse, par exemple, me dire qu'il suit une loi uniforme, c'est-à-dire une loi qui ne change pas. D'accord? Donc, d'où l'importance de la loi gaussienne. C'est une loi que vous pouvez utiliser comme hypothèse, comme une loi justifiée. Vous pouvez justifier par ce théorème limite. Alors, laissons de côté pour le moment la loi gaussienne et continuons avec d'autres notions, telles que la notion de propriété statistique d'une variable aléatoire. Donc, ce qu'on vient de dire juste maintenant, on a dit que la variable aléatoire pouvait être définie par sa densité de probabilité et sa fonction de répartition. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas évident de trouver, quand vous allez faire par exemple des acquisitions et vous savez que vous êtes dans un cadre d'un signal aléatoire, qu'il soit audio, qu'il soit signal cardiaque ou autre. Donc, il n'est pas évident de dire, c'est-à-dire ou de déterminer la loi de votre signal, de dire que c'est une loi, il suit la loi que telle et vous ne pouvez pas, pratiquement parlant, trouver cette loi parce qu'il est nécessaire pour la trouver donc d'avoir une infinité de réalisations. Et donc, comment je vais cerner cette variable? Alors, je peux la cerner cette variable par rapport à ses propriétés statistiques. Et donc, parmi les propriétés statistiques, on l'a vu juste avant, quand je vous ai donné l'exemple des notes. Donc, je ne peux pas donner la loi que suit la note que je vous donne en traitement avancé du signal dans le module. Je ne peux pas la déterminer, mais je peux vous donner donc une idée sur la moyenne de la variable. Je peux vous donner sur l'écart et donc vous pouvez cerner votre variable moyennant ses propriétés statistiques qui sont la moyenne, qui sont la variance, qui sont la fonction d'autocorrélation, etc. Alors, qu'est-ce que c'est que cette moyenne statistique? C'est quand je fais une statistique, je fais plusieurs expériences et dans ces plusieurs expériences que voici, d'accord, je détermine ma moyenne. Donc, j'ai dit quand je fais ces expériences, j'ai ma variable aléatoire. La variable aléatoire prend plusieurs valeurs x1 jusqu'à xn. Et donc, je peux calculer la moyenne sur l'ensemble de la statistique. La moyenne que vous calculez jusqu'à maintenant,
vous calculez dans vos notes. Vous calculez maintenant par rapport à cette moyenne. C'est une moyenne dite empirique. Statistique, certes, parce que vous faites plusieurs expériences, mais elle est empirique. Elle est empirique, c'est-à-dire elle est expérimentale. C'est-à-dire quand vous allez la déterminer, c'est pas la moyenne, c'est pas la moyenne statistique au vrai sens du mot strict, au sens strict du terme. C'est une moyenne purement expérimentale. Pourquoi? Parce que le NK va être différent selon le nombre de réalisations. Parce que je ne pourrai jamais atteindre l'infini. Ce sera toujours par rapport à une valeur NK. Donc, si je change le NK, cette valeur MK va changer. Cette valeur va être unique quand le N va tendre vers plus l'infini. Alors, quand il va tendre vers plus l'infini, et cette moyenne que vous avez l'habitude de calculer va tendre vers une valeur dite espérance mathématique. L'espérance mathématique, c'est quand ce NK tend vers l'infini, tout le monde va converger vers une seule valeur unique, qui est l'espérance mathématique, qui est, elle, déterminée par la densité de probabilité. Là, c'est quand j'ai la densité. Mais si je n'ai pas la densité, je peux la calculer empiriquement, expérimentalement, moyennant cette formule. Là, c'est une estimation. Ce n'est pas la vraie valeur, mais elle tend vers cette valeur. Elle sera à quelques erreurs près, mais elle va être vers, c'est-à-dire elle va être, cette valeur va être proche de E de X. Plus NK sera grand, plus la valeur va tendre vers la valeur statistique E de X. Donc, si j'ai la densité de probabilité, ça sera, je peux calculer cette valeur E de X et avoir une valeur unique. Mais par contre, expérimentalement, je peux m'approcher de cette valeur sans pour autant atteindre cette valeur. Ça sera une valeur estimée, une valeur à peu près empiriquement calculée. Là, le calcul, quand la variable est continue. Quand la variable est discrète, j'ai dit, l'outil va changer. L'outil va changer, il va s'approcher plutôt de la valeur expérimentale. Ça va être à peu près la même formulation. Il y a le P de X égale XI, c'est que vous avez pris une équiprobabilité dans le cas expérimental. Vous l'avez remplacé par le 1 sur NK. Mais pratiquement, c'est-à-dire la valeur E de X, de la valeur espérance mathématique quand il s'agit d'une variable qui est discrète, c'est égal à UI, la probabilité que X prenne la valeur UI. Alors donc, selon la valeur prise et selon la probabilité de cette valeur, donc on multiplie chaque valeur par sa probabilité, comme si discret, donc c'est automatiquement la somme. Alors, à partir de là, on détermine le moment statistique. Donc, il y a le moment statistique d'ordre 1, qui est ce qu'on vient de calculer, c'est le x, donc d'ordre k d'une façon générale, c'est xkp de x dx, mais le moment d'ordre 1, qui était l'espérance mathématique, c'est le xp de x dx. D'accord? Le moment d'ordre 1, qui est la moyenne statistique, on l'appelle moment d'ordre 1, on l'appelle moyenne statistique et on l'appellera donc l'espérance mathématique. L'espérance, c'est le E. L'espérance E, c'est un opérateur, comme l'opérateur intégral, comme l'opérateur dérivé, D. L'intégrale, c'est la fameuse intégrale. D'accord? Le E, c'est l'opérateur statistique. Là, qu'est-ce que ça traduit quand vous voyez un E? Ça veut dire que vous faites une moyenne statistique et non pas temporelle. La moyenne temporelle, quand vous faites une moyenne sur une seule réalisation, sur le temps. Une moyenne statistique, quand vous faites plusieurs réalisations et vous calculez votre moyenne. Le E représente une moyenne
statistique. Un moment d'ordre K, d'une façon générale, en probabilité, c'est E de xk. Et le E de xk est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de xk p de x dx. Alors, d'ailleurs, en rouge, pour ne pas, pour être bref, l'espérance mathématique, là, on vous donne en rouge ses propriétés. L'espérance mathématique est linéaire, c'est-à-dire l'espérance de E de x plus y est égale à E de x plus E de y. Mais faites attention, le E de x fois y n'est pas égal à E de x fois E de y, sauf si les variables x et y sont indépendantes. Vous pouvez l'ajouter, je ne l'ai pas ajouté, mais on aura l'occasion de le mentionner. Donc, vous pouvez ajouter dans votre, à droite, là, si vous avez un stylo, pour ceux qui ont un stylo et qui font pas, c'est-à-dire qui sont pas déjà, bon, bref, pour ceux qui ont un stylo, qui fassent la différence entre E de x fois y, c'est différent de E de x fois E de y. Ça sera le produit, sauf dans le cas où les variables x et y sont indépendantes. La moyenne, toujours statistique, de k fois x est égale à k fois E de x. Bien sûr, k n'est pas variable, c'est une constante. Pour k constante, E de x, plutôt k E de x est égal à k E de x. Alors, quand je dis constante, savoir, il faut dire plutôt déterministe. Même si k est une fonction de t et elle est déterministe, c'est une fonction qui est déterministe, alors ça sera k de t, E de x. Je répète, le E, c'est une moyenne statistique. Ça concerne que la variable statistique. Alors, E de kx, si seul x qui est aléatoire, quel que soit k, qu'elle soit constante ou fonction de t. Si il n'y a pas d'aléa dans le k va sortir de la parenthèse et j'aurai le k E de x. Donc, k est considéré comme une constante par rapport à l'opérateur E, qui est la moyenne statistique. Alors, il y a la notion de variance, qui est le carré de l'écart-type. L'écart-type étant sigma x, la variance, c'est le sigma x au carré. Elle donne une idée sur la dispersion de x par rapport à sa moyenne. C'est pour ça qu'on met x, c'est la moyenne de x moins e de x au carré. C'est le e de x moins e de x qui est au carré. C'est pas le e qui est au carré. C'est pas l'espérance. C'est pas toute l'espérance de x moins e de x qui est au carré. C'est le e de x moins e de x au carré. C'est-à-dire, vous élevez au carré le x moins e de x et vous calculez sa moyenne. C'est-à-dire, je fais une moyenne sur les distances de la variable par rapport à sa moyenne. Les valeurs prises par la variable par rapport à sa moyenne. Une histoire de moyenne de distance qui est égale, quand on démontre facilement, elle est égale à E de x2 moins le E de x au carré. C'est-à-dire le moment d'ordre 2 que je peux calculer à partir de cette formule qui est l'intégrale de x2 p de x dx, d'accord, moins E de x qui est le E de x que voici, qui sera élevé au carré. Donc, là, c'est les différentes composantes, donc, c'est-à-dire les différents moments et les différentes informations que je peux récupérer sur la variable quand elle est, bien sûr, continue. Si elle est discrète, ça va de soi, le E de x2
va être écrit de la même manière. Donc le moment d'ordre 2 va s'écrire comme étant le moment d'ordre 1 au carré. Si j'ai le moment d'ordre k, ça sera u de k. D'accord? Donc, par analogie à la variable continue. Et j'aurai toujours ma variance qui sera égale à la moyenne. Hein, la moyenne de quoi? Donc, je fais une moyenne des différentes, regardez ici, je fais la distance entre m et cette variable, je fais la différence entre m et cette variable, donc les différentes distances, je fais une moyenne sur des distances pour avoir une idée. Comment s'écartent les... Est-ce que j'ai un écart autour de la moyenne ou plutôt à l'extrême de la moyenne? Ça me donne une idée des valeurs prises par la variable aléatoire. Et j'ai dit que les valeurs prises par la variable seront les valeurs prises par le signal. Donc, la variable va prendre autant de valeurs que voici, et ça sera la même chose, ça, ça sera la même chose des valeurs prises par le signal. Le signal prend des valeurs entre moins 1 et plus 1 d'une façon infinie, toutes les valeurs possibles, et c'est la même chose pour la variable aléatoire. Donc, ça vous donne une idée comment ces valeurs sont réparties. Est-ce qu'elles sont les mêmes? Est-ce qu'elles sont réparties ou plutôt il y a une inégalité dans la dispersion des valeurs? Voilà ce que j'avais à dire dans ce cours et j'espère que vous avez compris quelque chose. Vous allez encore vous fixer les idées avec ce qu'on va faire cet après-midi en TD. Alors, avant de clôturer ce cours, donc il va y avoir des perturbations. Dans ce cours-là, je ne vais pas vous le donner le prochain parce que